Alors donc moi c'est Pauline, j'ai intégré Strat en 2016. Au début je voulais faire de l'ébénisterie, puis je me suis dit non, de la psychologie. Et finalement j'ai découvert par le grand frère d'une amie le design de produits, qui me permettait plutôt d'allier les deux. Et en rentrant à Strat, j'ai découvert le design d'interaction qui poussait la recherche, la démarche du UX, l'UI, toute la méthodologie du design. Ça m'a beaucoup plu et je me suis totalement épanouie pendant ces 5 ans dans cette filière. J'ai pu faire un stage chez 4060, qui était à l'époque une jeune agence de service design, où j'ai pu faire de l'animation d'ateliers, des formations, de l'UX UI, mais beaucoup de service design. Par la suite, on nous a demandé de faire un semestre à l'étranger. J'ai eu la chance de faire un voyage d'observation pour le groupe OnePoint, un voyage d'observation en Asie de 4 mois dans les Smart Cities pour construire un gros benchmark avec différentes personnes réparties dans le monde sur les flux, la mobilité, les Smart Innovation, etc. et de concevoir des projets pour la ville de Paris de retour en France. Et là, prochainement, je vais intégrer InProcess suite à un stage de 6 mois. J'ai écrit un mémoire qui est « Quelle place pour la solidarité féminine dans une société androcentrée ?» Ce qu'on peut en retenir, c'est qu'on est dans une société qui définit l'individualisme et la solidarité comme étant des antonymes. Qu'on est dans une société qui semble de plus en plus individualiste et de plus en plus narcissique, que les moyens de solidarité et d'action d'aide ont évolué, que cette solidarité elle a plusieurs formes et à différentes échelles, que pour s'engager dans une action solidaire, on a besoin d'y trouver un bénéfice personnel, qu'Internet joue un rôle important, il facilite et transforme la solidarité, mais il renforce aussi l'individualisme et le narcissisme, et qu'on est dans une société assez paradoxale où le bien-être est privilégié, aider fait du bien, mais on l'on dit pourtant manquer de temps pour soi. La notion d'individualisme, c'est le fait de pouvoir considérer quelqu'un ou quelque chose comme une entité à part, le détacher d'un groupe, mais c'est aussi la notion de personnalisation et de faire spécialement pour. Donc l'individualisme fragilise la solidarité, notamment car il renforce le fait de penser d'abord à soi plus que pour l'intérêt commun. Cela participe à l'automatisation de nos sociétés et à la volonté de toujours être plus dans l'autonomie, parfois pour des coûts financiers, mais aussi de faire une société de plus en plus méritocratique et avec un système de compétition. Pourtant, l'individualisme renforce la solidarité. Le fait de pouvoir considérer quelqu'un comme une identité à part entière et non comme appartenant à un groupe est le début de la notion de solidarité. La solidarité, elle peut être réfléchie, donc c'est déterminé, il y a une organisation et on est vraiment dans de la sincérité. Mais elle peut aussi être spontanée, quand on aide par exemple quelqu'un à traverser, on est plus dans l'intuition, dans la compassion et dans l'empathie à ce moment-là. Ça ne va pas être la même chose, par conséquent, si c'est envers un inconnu, ça va être plus de l'intuition, de l'instinct, que si c'est vers une personne que l'on est amené à côtoyer, où on attend un futur coopératif. On va attendre une notion de don et de contre-don. L'environnement influence donc la solidarité. Si on vit en ouragan, on a intérêt à être dans la solidarité ou avec son voisinage, et c'est réciproque. Alors comment, en tant que designer, puis-je valoriser l'individualisme afin d'encourager à la solidarité ? L'enjeu, pour le relier à mon mémoire, ce serait alors encourager l'individualisme des femmes pour les libérer et créer de la solidarité autour d'elles et grâce à elles. On a besoin de solidarité quand on vit des inégalités, des difficultés et des changements. J'ai donc choisi de travailler sur le cancer du sein. Il y a beaucoup d'inégalités, notamment liées à l'économie. Il y a des difficultés. C'est une période remplie de difficultés pour les personnes qui malheureusement ont à vivre ce moment-là, et qui est aussi pleine de changements sur le corps, changements de statut économique, social, familial, sexuel, énormément d'impacts et de changements. C'est aussi la maladie qui est une maladie quasiment exclusivement féminine. C'est le premier cancer chez la femme et celui qui tue le plus les femmes. Et ça touche aujourd'hui une femme sur 8 en France. Ma cible, du coup, en premier lieu, sont les femmes ayant eu un cancer du sein, les associations et dans un périmètre plus éloigné, les professionnels de santé, des partenaires et d'autres associations. Là, rapidement, c'est ma méthodologie de travail. Donc, je suis partie en recherche sur le cancer du sein, j'ai réorganisé mes connaissances et j'ai eu une phase d'interview qui était essentielle pour repartir vers de l'idéation, me recentrer vers une conception, refaire tester par des interviews, rouvrir vers une grande phase de conception de prototypage qui était marquée par des étapes de test and learn jusqu'à la réalisation et nous aujourd'hui. Mais alors comment encourager l'individualisme des femmes atteintes d'un cancer du sein pour favoriser la solidarité entre elles? Si on a une femme qui est atteinte d'un cancer du sein, on doit donc créer une relation donnant-donnant.
il va y avoir des éléments motivants qui vont être de l'ordre de l'individualisme. J'ai un changement, une difficulté, j'ai besoin de soutien et d'aide. En parler me fait du bien, je ne suis pas seule, aider me fait du bien, je me sens utile, donc ça me fait du bien. Les deux derniers sont vecteurs de solidarité et répondent totalement à cette problématique. J'ai donc fait des observations et des interviews avec de nombreuses femmes, d'anciennes malades du cancer du sein, des membres d'associations suite à leur traitement, et avec Karine qui est oncologue et directrice adjointe de l'association Rosa Move, une association qui prône le sport pour le cancer du sein. Toutes ces rencontres et échanges, elles m'ont permis de construire petit à petit, de justifier l'intégralité de mon projet. Je l'ai fait volontairement dans une démarche assumée de co-création. C'est des femmes qui m'ont laissé rentrer dans leur intimité de façon très extrême, ce qui a rappelé mon mémoire avec cette notion de sororité. J'étais assez étonnée, la plupart avaient plus de 50 ans. De nombreuses années nous séparaient donc. C'est important aussi de relever que tout s'est fait en période de Covid. Le projet est pensé pour maintenant, pour une période de Covid. Et les interviews se sont donc toutes, sauf 2, passées par téléphone. Ce qui a permis finalement une libération de la parole encore plus grande, je pense, que si on avait dû se rencontrer en vrai. Je vais faire un zoom particulier sur Sophie, 56 ans, qui a eu 2 cancers du sein et 2 ablations mammaires. L'un et l'autre à 5 ans d'intervalle, et Fabienne qui a eu un cancer du sein sans récidive et sans ablation, mais qui m'a envoyé un message cette semaine pour me dire qu'elle repartait pour un 2e tour. Normalement, on attend les résultats. Tout ce que j'ai pu retirer, c'est principalement une difficulté d'accepter la maladie et ses conséquences dans un premier lieu. On m'a dit par exemple, faire partie de ce groupe de femmes sans cheveux était inenvisageable. On m'a dit que je n'avais pas envie de parler à ces femmes chauves. Des mots très durs. Les femmes ne se considéraient pas, c'était les malades, et elles ne voulaient pas s'associer comme quelqu'un de malade, parce qu'on a pas mal quand on a un cancer du sein. Et je n'acceptais pas la situation, j'en ai parlé à mes amis après mes premières séances de chimiothérapie. Il y a une difficulté donc pour se confier à ses proches. Ça a créé un sentiment de solitude, un sentiment d'injustice, de ne pas être comprise. Il y a certaines femmes qui vont décider de ne pas en parler pour ne pas montrer la faiblesse, pour ne pas paraître faible auprès de leurs proches, et d'autres qui ne vont pas en parler dans une optique de toute façon ils ne comprendront pas, ils ne vivent pas ce que je vis, etc. Ça découle aussi sur une difficulté de trouver des réponses. J'aurais aimé être plus préparée aux conséquences psychologiques de la perte des cheveux, ou j'aurais aimé pouvoir poser librement des questions. J'ai été tristement surprise de certains effets secondaires, comme le fait que ça nous ralentit cérébralement. Donc, il y a, pour toutes les femmes que j'ai interrogées, des moments où des questions ont été laissées en suspens et il n'y a pas eu de réponse. Chercher sur Internet peut faire peur quand on nous annonce un cancer, et ce n'est pas une démarche qui est principalement faite. Donc, les questions viennent plus du bouche à oreille, et on n'a heureusement pas la chance tout le temps d'avoir quelqu'un qui est passé par là dans son entourage. Quand la maladie se termine, souvent le combat n'est pas fini, il y a un taux de récidive très important. Quand on a eu une ablation, il y a la cicatrice, il faut se réadapter. Quand on a reconstruit, on descend un muscle de l'épaule pour créer un bombé de la poitrine. C'est pareil, ça nécessite beaucoup de rééducation. Et pour toutes les femmes, il reste psychologiquement des blessures, la perte des cheveux et toute la fatigue qui s'est accumulée. Et donc il y a 2 typologies. Il y a des femmes qui vont aller totalement dans l'oubli, d'oublier ce qui s'est passé, et d'autres qui vont aller, Karine, la cancérologue, me disait que la plupart passent même par la volonté d'être dans une espèce de bénévolat, de volontariat, d'être aidante ou accompagnatrice. J'ai mappé les différents moments de rejet, d'acceptation. Les principales phases de rejet sont aux moments les plus difficiles, donc à l'annonce de la maladie et au début du traitement. C'est ponctué après une phase d'acceptation qui souvent découle vers un début d'intérêt pour les autres ou pour les associations alentour. À la fin, il y a une autre phase, un autre moment d'adhésion, principalement tourné vers du sport, de la rééducation et de la mobilité. Et après, donc, ces 2 phases d'oubli et de bénévolat, qui ne sont pas forcément contradictoires avec le fait d'adhérer à une association. La chimiothérapie est ce qui fait le plus peur. On connaît d'avance la perte des cheveux et les douleurs qui nous attendent. La chimiothérapie, c'est une longue attente. C'est du stress et de l'anxiété, c'est de la solitude, c'est un soin invisible, des effets secondaires visibles, un visuel qui ramène au médical et des douleurs physiques et psychiques. Les séances de chimiothérapie peuvent durer de 2 à 72 heures. On m'a dit que la moyenne pour une femme qui a un cancer du sein est de 5 heures. Elle commence principalement par des séances de FEC, c'est un liquide rouge qui rentre par les intraveineux,
qui est plus épais et donc plus douloureux et perceptible à l'œil. Sur 13 femmes interrogées, 3 m'ont parlé de viol quant à ces séances de FEC, tellement la violence du produit et la sensation de pénétration du produit est intense que les blessures psychologiques étaient très très importantes. L'objectif, du coup, pour mon projet est d'aider les femmes à mieux comprendre pour mieux aider, d'aider pour s'aider soi-même, d'encourager à oser, de les accompagner, les soutenir et les libérer. Le concept, c'est Soraba. Soraba, c'est un outil de partage de contenu auditif qui accompagne, soutient et soulage les femmes atteintes d'un cancer du sein par un système de marrainage proposé par un réseau d'associations et de partenaires. L'identité graphique, elle est plutôt douce, elle est ronde. On s'adresse à des femmes qui ont en moyenne 50 ans. Donc ça se veut dans l'air du temps, mais pas dans une modernité totale non plus. Et pourquoi Soraba ? Lors de mon voyage en Asie, j'ai pu aller en Indonésie et notamment à Ubud où j'ai vécu une séance d'hypnose sonore dans ces pyramides en pleine jungle. Et cette hypnose crée de nouvelles images et même de nouveaux sons. On est vraiment sous un état d'hypnose, ce qui m'a inspiré le projet notamment. Et Soraba signifie sœur en indonésien et je trouvais ça joli. Donc le projet, on a la malade et on a la douleur. Sa relation à la douleur, elle passe par ses sens. Je vois le liquide, ça sent l'hôpital, je vois autour de moi et j'entends. Il y a des choses qui vont la diminuer, les infirmiers ils vont la diminuer, occuper le temps, etc. Les médicaments également. Et les accompagnateurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en période de Covid, les accompagnateurs sont interdits, c'est-à-dire que les femmes qui souhaitaient être accompagnées, même si c'est plutôt une minorité, n'ont plus accès à ces accompagnateurs. Le projet doit donc se situer ici, entre la patiente et sa relation à la douleur, et qu'elle puisse le gérer elle-même. Soraba est un projet qui se situe en 2 axes. Il y a j'écoute et je partage. J'écoute. Pourquoi j'écoute ? Pourquoi le son ? Eh bien parce qu'entre la patiente et l'hôpital, la patiente ne peut pas, si on se concentre sur les sens, ne peut pas quitter la vue. Pour des raisons, Karine, donc la cancérologue, m'expliquait qu'il était important qu'elle puisse rester en contact, rester parmi les soignants. Et donc, occulter la vue par un casque VR, par exemple, ne semblait pas être une solution durable sur des heures, aussi dans une position qui peut provoquer des vertiges, c'était pas adapté. L'odorat, pareil, il n'y a pas encore de dispositif très discret, peu coûteux, qui existe. Entre la chimiothérapie et les salles de chimiothérapie et le projet, il faut répondre à des normes d'hygiène, à de la sécurité. Il ne faut pas déranger les autres personnes qui sont là pour de la chimiothérapie. Et entre le projet et la patiente, il faut que ce soit adapté à sa position, à ce qu'elle est en train de vivre et à ses besoins. Le son offre justement des possibilités multiples. Il peut soulager, occuper, apaiser, évader, permettre une évasion, réconforter et aussi informer. Alors on écoute quoi ? Différentes catégories. La catégorie évasion, ça peut être des récits d'aventure, d'amour, d'humour qui vont permettre une évasion de la pensée. La catégorie information, c'est des avis de professionnels, d'experts, d'associations qui viennent apporter de l'information. La catégorie relaxation, principalement de la musique, de la méditation, de la sophrologie, etc. Et la catégorie témoignage, elle est un peu plus particulière, elle est dédiée aux femmes, pour qu'elles puissent partager leurs récits, leurs histoires, leurs expériences, etc. On écoute quand ? Eh bien, le projet est pensé pour la séance de chimiothérapie, mais aussi 100% adapté au quotidien de la patiente. Il se constitue d'une application et d'un boîtier d'écoute. Le boîtier d'écoute est totalement dédié aux séances de chimiothérapie. L'application permet de mettre le son sur le boîtier, mais aussi d'écouter absolument partout et tout le temps. L'application reprend les codes de Deezer et Spotify, par exemple. La cible a en moyenne 50 ans. Le mieux pour une bonne manipulation d'une application est de repartir de l'existant pour simplifier la manipulation et ne pas perturber. On a donc 4 catégories d'écoute. Le boîtier contient ces 4 catégories d'écoute. On a une playlist par catégorie. Dans une playlist, on a 10 pistes audio. C'est-à-dire que le boîtier contient 10 pistes audio par catégorie. Donc on fait sa playlist sur l'application, on la télécharge vers le boîtier et on écoute directement sur le boîtier, par filaire, par AirPod, peu importe. La sélection se passe par des roulettes. Donc la sélection des contenus, les 10 qu'on a par exemple pour la catégorie évasion, passe par les roulettes.
Si on est en position allongée, ça permet aussi de ne pas avoir à lire. De nombreuses femmes ont dit que la lecture leur provoquait des vomissements, donc il fallait que ça ne passe pas par de la lecture. D'où le fait qu'il y a un boîtier spécialisé. Un clic égale une piste audio. Il y a 10 pistes audio, il y a 10 clics. Une roulette chaque catégorie est une roulette. Il y a un code couleur qui le rappelle. Et j'ai fait tester ce prototype à Sophie qui m'a dit c'est super car il m'était impossible de lire pendant les séances. Elle veut dire par là que c'est un moyen de s'évader autre que par la lecture à laquelle on pense souvent quand on s'ennuie dans le train, chez le médecin, etc. Et quand Karine, l'oncologue, m'a dit que quand la patiente est trop faible, on la met dans une position allongée. L'objet est parfaitement adapté à cela car justement il offre cette possibilité d'être totalement contrôlé dans différentes positions. L'objet, il est noir. Il est noir car il reprend les codes du high-tech pour être discret, pour ne pas perturber si quelqu'un écoute avec, pour plaire à tous les goûts. Il y a 2 pics de cancer, un premier à 25 ans du sein, un premier à 25 ans, un premier vers 55 ans. Donc il faut qu'il plaise à toutes les générations, aussi pour des raisons économiques. C'est en plastique, pour des raisons hygiéniques également, parce que c'est un objet qui voyage beaucoup. Il a une sensorialité qui est adaptée à la chimiothérapie, c'est-à-dire que c'est un objet qui va rester sur la patiente ou dans ses mains minimum 5 heures. Donc il fallait penser à sa prise en main. C'est un carré de 6 par 6, tout simplement. Moi j'ai des petites mains et il est adapté à moi, mais aussi j'ai testé sur des plus grandes mains. Et il permet de faire une certaine rotation. Pourquoi ? Parce que c'est prouvé que quand on répète un mouvement de façon répétée, par exemple avec le capuchon d'un bic qu'on mordit ou on fait quand on fait clic-clic avec le stylo, ça permet à l'esprit de plus s'évader ou alors de mieux se concentrer. Et donc je voulais créer un mouvement qui permet cette évasion de l'esprit, mais également sur le côté, là c'est une marquette de principe, donc c'est en dur, mais du silicone qui permettrait de stimuler le toucher. Et Karine m'expliquait que pendant les séances de chimiothérapie, il peut y avoir des engourdissements des bras qui sont dans cette position, que cet objet était totalement adapté car justement il pouvait permettre une décontraction musculaire et inciter, naturellement, il incite à qu'on le manipule et donc on bouge ses mains de façon assez inconsciente. Le deuxième axe du projet est je partage, donc d'où provient le contenu. On a tout un réseau d'associations. C'est une maladie qui touche une femme sur 8 en France, donc il y a énormément d'associations, beaucoup de payantes. J'ai regardé les prix, c'est souvent 200 € l'adhésion. Et beaucoup de gratuites aussi. Donc tout ce réseau existe. Il y a aussi des partenaires déjà existants comme Petit Bambou qui fait justement de la méditation, de la sophrologie, RTL qui produit des podcasts, Octobre Rose, Marie-Claire qui produisent des vidéos aussi informatives. Ça pourrait être aussi des partenaires pour être de nouveaux partenaires, tel le podcast Transfert qui raconte des histoires, etc. Donc toutes les associations et les partenaires partagent du contenu sur l'application Sorava. La malade elle-même peut partager son contenu, du contenu via la catégorie témoignage. Au sein de l'association qui propose Sorava apparaît un réseau de marrainage. La marraine étant une femme ayant fini, non pas la totalité, mais sa séance de chimiothérapie, ayant fini les traitements. La marraine étant guérie, elle est la marraine d'une malade, la malade étant guérie, elle devient marraine, et on a une chaîne de solidarité et de binôme qui se crée comme ça, intra-association. Du coup, on a donc la création d'un réseau de marrainage. C'est le début du marrainage. Pourquoi un réseau de marrainage ? Premièrement, Sophie m'expliquait que lors de sa première séance de chimiothérapie, une femme hyper froide était venue la voir en lui donnant un petit bout de papier, en lui disant « Vous m'appelez si vous avez un problème ». Et que c'est une femme qui lui semblait peu amicale et ça l'a un peu perturbée. Pourquoi elle me donne ça maintenant ? Et puis, difficulté de se confier à sa famille, à ses proches. Un soir, elle craque et elle l'appelle, cette dame qui l'écoute et qui la comprend parce qu'elle venait de passer par cette étape-là. Et elle me dit c'était un peu ma sorte de marraine pendant toute la suite du traitement. Après, j'en ai parlé aux autres femmes qui n'avaient pas eu ces liens. Et elles m'ont dit, moi, c'est ce qui m'a manqué. C'est pas structuré. La solidarité au sein des femmes malades, elle existe, mais elle n'est pas structurée. On a de la chance ou on n'en a pas, et naturellement, certaines personnes vont avoir plus tendance à créer du lien que d'autres. Donc l'idée, c'était vraiment de structurer. Ça renforce aussi une notion dans mon objet qui est la notion d'objet totem. Il y a un affect important qui se crée. Il est symbole de la lutte menée contre la maladie une fois qu'elle est finie. On l'a eu sur nous pendant de longues heures et il nous a permis une évasion. Il y a une notion un peu d'objet doudou. Et c'est aussi le totem du début de la relation avec la marraine, du début du marrainage. Le réseau de marrainage, il permet à la marraine de partager son expérience,
d'aider pour s'aider soi-même, donc on est dans la notion d'individualisme qui sert à la solidarité, et de se sentir utile. Pour la malade, c'est un accompagnement émotionnel fort, un accompagnement organisationnel, il faut savoir gérer parfois vie de famille, travail, cancer, situation économique qui peut se casser la figure, etc., etc. Et ça permet aussi de trouver des réponses à ces questions, de se livrer plus facilement et plus librement et de se sentir comprise et soutenue. Donc il y a un réseau il y a une solidarité qui émane de cette relation entre ces deux femmes, mais du coup aussi avec toutes les femmes de leur association, parce que la chaîne de solidarité, de marrainage se passe dans leur association, mais aussi avec toutes les autres femmes qui utilisent Soraba. Sur chaque application de fiche audio, on peut liker un contenu et on peut aussi le partager, car l'application offre un chat qui permet de partager plus facilement avec les autres femmes malades que l'on rencontre, ou alors qu'on va rencontrer dans son association, mais aussi avec sa marraine, de se partager du contenu, de se conseiller du contenu, etc. etc. L'application permet également donc facilement de poster son propre contenu à travers un système de filtres. Au début, j'avais pensé des espèces de blocs de couleurs qu'on vient mettre pour mettre une intro, un truc assez simple. J'ai totalement revu après des tests pour faire un système de filtres. On répond à des questions. Naturellement, ça vient poser certaines choses. C'est-à-dire qu'un audio commence par le numéro. On entend numéro 9, on sait ce qu'on va écouter. De toute façon, on a préparé sa playlist. Une musique d'introduction qui rappelle dans quel thème on est. Le nom de l'audio, le temps. Parfois, on a envie d'écouter quelque chose d'un quart d'heure, tout comme de 3-4 heures. Et la piste audio et le nom de l'autrice. En bleu, est ce que la personne a à produire comme contenu, simplement avec son smartphone et le mégaphone. Voici le scénario d'usage. Pour mieux comprendre Soraba, on va suivre Louise. Elle a 2 enfants, elle a 35 ans, elle habite à Lyon et elle est agent immobilier. Suite à une visite chez son gynécologue et une biopsie, on lui détecte un cancer dans le sein gauche. Son oncologue lui conseille d'aller dans des associations pour sa santé physique et sa santé psychique également. Louise, elle est en pleine période de refus. Elle est dans le déni total, mais par contre, c'est cette difficulté de se confier à ses proches et aller trouver des solutions à ces questions qui la pousse quand même à rejoindre une association. C'est le schéma assez classique. Et elle découvre en faisant ses recherches des associations qui proposent le service Soraba. Elle s'inscrit dans une association de yoga. Dans cette association de yoga, avant qu'elle l'intègre, ils vont lui trouver une marraine. Sa marraine, c'est Nathalie, elle a 57 ans et elle vient de finir sa séance de chimiothérapie. L'application va les mettre en contact via le chat, va leur envoyer un message aux deux en leur expliquant comment ça va se passer. Nathalie, qui a déjà vécu ce processus, intervient la première et prend contact avec Louise. Les 2 femmes décident de se rencontrer à Lyon dans un café, elles échangent, il y a un vrai retour d'expérience, elles apprennent à se découvrir. Et Nathalie donne à Louise le boîtier d'écoute. C'est le début pour elle du marrainage, mais aussi de l'expérience Soraba pour Louise. Donc elles vont toutes les 2 échanger via l'application, mais Nathalie va aussi aider Louise à faire sa première playlist pour la première séance de chimiothérapie, celle qui est réputée la plus difficile tant physiquement que moralement. Donc elle va l'aider, avec son expérience à elle, à constituer toutes ces playlists pour rendre le moment un petit peu plus doux. De son côté, Louise, elle s'apprivoise, elle s'approprie l'objet et l'application. Elle fait une culture de l'objet et de l'application. Et elle écoute. Donc elle va sur l'application, elle va dans la catégorie j'écoute, elle se connecte. Il y a des profils de la semaine, des favoris. Elle avait mis Mon enceinte est éteinte. Oups. Comment je fais? Je suis désolée. Ok, c'est bon. Donc, elle se connecte, elle va dans la catégorie j'écoute. Elle avait déjà mis en favori certaines choses qu'elle voulait écouter et qu'elle avait découvert. Elle écoute un podcast de RTL. Podcast, les combattants. 26 minutes. Moi qui suis une sœur, une mère, une fille, une amie, je me sens forcément très concernée par Octobre Rose. Je m'appelle Marie Fournier, je suis journaliste. Et donc elle écoute certains podcasts qui vont la rassurer. Elle réalise qu'elle appartient à un grand réseau de solidarité.
La relation entre les deux femmes de prendre de plus en plus de place dans la vie de l'une et de l'autre. Louise trouve vraiment des réponses auprès de Nathalie, de la compassion, de l'empathie et une épaule. Louise, elle va à sa première séance de chimiothérapie. Grâce à l'application, elle est déjà nettement informée. Et aussi grâce au conseil de Nathalie, elle va pas totalement vers l'inconnu. C'est lors de sa première séance de chimiothérapie. Donc là, ça va encore surprendre un peu. 32 minutes. Mon voyage au Pakistan. Il y a 3 ans, avec mon copain, j'ai commencé un tour du monde à moto, de Nouvelle-Zélande jusqu'en France. Et donc elle écoute un récit d'aventure, mais elle aurait pu aussi décider d'être ici, ou encore d'être ici. La sensorialité de l'objet procure à Nathalie plus facilement donc une évasion de la pensée et détend ses douleurs. C'est une sensation qu'elle découvre. Bouger ses doigts lui permet de moins y penser également. Le temps passe. Pour Louise, toutes ces séances de chimiothérapie sont finies. Elle est guérie du cancer du sein. Elle est toujours dans son association de yoga. Elle est toujours en lien avec sa marraine Nathalie, mais elle est désormais capable et volontaire pour créer un nouveau duo de marrainage et devenir maintenant la marraine d'Olivia, qui vient d'être détectée d'un cancer du sein également. Louise, elle décide d'aller un peu plus loin et de parler de son expérience concernant la perte des cheveux, qui a été un moment fort pour elle dans son parcours de soins. Donc pour cela, elle va sur l'application, mais cette fois, elle va dans la catégorie « Je partage ». Et donc c'est un système de filtres, elle va choisir à quelle catégorie ça appartient. Plus de détails pour la catégorisation, elle rentre le nom, elle va enregistrer vocalement le nom pour permettre la sélection juste par lui. La perte de cheveux, mon expérience et mes conseils. Ensuite, elle enregistre son nom pour la signature. Louise Olivier. Elle choisit une image qui sera la vignette sur l'application. Donc elle prend une image d'elle. Et elle enregistre par la suite son audio via son application. Un vendredi matin, avec mon amie Marion, nous sommes tous les deux allés à la clinique du cheveu. Quand j'avais eu mon premier rendez-vous, ils ne m'ont pas laissé repartir avec la perruque. Il faut les rappeler quand nos cheveux commencent à tomber. Sorava a donc plusieurs bénéfices. Le premier, premièrement, pour les membres de Sorava, donc les femmes atteintes d'un cancer du sein ou les marraines, c'est une évasion par l'écoute, une réduction du sentiment d'attente, un apprentissage et de l'information, un soutien et un accompagnement moral et organisationnel, la création d'un lien affectif unique avec sa marraine, un confort et un réconfort aussi, et une réduction de la douleur. Pour les associations, ça va être plus de solidarité au sein de leurs adhérentes, notamment par le duo de marrainage, mais aussi par la possibilité du chat. C'est un service différenciant entre les différentes associations. C'est également un support de communication et d'expression pour elles, qui permet de centraliser justement tout le contenu de ces associations et de leur donner plus de visibilité. Pour les hôpitaux, le marrainage, il va aider à la démystification des soins et de l'organisation des soins. Ça va aussi adoucir l'interdiction liée au Covid d'avoir des accompagnateurs, pour les femmes qui souhaitent l'avoir. Donc voilà, mon projet, la maquette est ici. Je l'ai fait en impression 3D, c'est une maquette c'est un prototype qui est non fonctionnel, qui fait un bruit qui n'est pas forcément encore très agréable, mais qui permet de comprendre la manipulation de l'objet correctement. Je suis passée par plusieurs phases de recherche de forme. Je l'ai mis dans les mains de plusieurs de mes camarades, de ma famille, etc. pour voir quel objet restait dans leurs mains et pouvait rester dans leurs mains de nombreuses heures. Alban a pu expérimenter pas mal la chose. Et j'en suis venue donc à cette forme-là. C'est un projet qui, en tant que designer, m'a beaucoup appris. Je ne pensais pas arriver à ce résultat-là. C'est vraiment tous les échanges qui m'ont permis de me rendre compte qu'il y avait déjà énormément de choses qui existent pour le cancer du sein, et heureusement, mais qu'il fallait peut-être centraliser. Et vraiment, ce qui manquait, c'était comment créer le lien, faciliter la création de liens entre ces femmes qui vivent exactement la même chose. C'est un projet humainement qui m'a énormément touchée et également appris, parce que c'est une des qualités du designer, l'empathie, là j'en ai eu beaucoup. C'est des femmes qui m'ont vraiment donné de leur temps pour parler des choses qui les remettaient dans des situations familiales, sociales et parfois économiques très très difficiles. Et je les remercie énormément pour le temps qu'elles ont pu m'apporter, qui était conséquent. Et
Et voilà, je pense avoir terminé. Magnifique, t'avais plus de 30 secondes. Ouais. Ça fait timer Non, malheureusement. Voilà, donc maintenant la parole est à vous, chère Julie, pour questionner, si je veux en savoir un peu plus sur ce projet-là. Je peux commencer si vous voulez. Je voulais vous féliciter, je voulais apprécier plusieurs choses. On peut apprécier déjà le sujet en soi, parce que je pense que même au-delà de la partie individualisation sociétale, il y a aussi un sujet, tant qu'on n'a pas été confronté à la maladie, c'est difficile de se l'imaginer. Ouais. Il y a un double isolement, parce qu'il y a ce côté fatalité, forcément on devient unique et en souffrance et souvent tout seul. On est touché, donc c'est une individualisation renforcée par le statut de... Donc ça, je trouve que c'est éminemment intéressant comme approche. Il faut qu'il y ait une vraie cohérence entre le sujet de fond et puis le design qui en ressort. J'ai beaucoup aimé aussi la manière de traiter la problématique, au sens de la conception, des démarches que vous avez mises bout à bout pour aller jusqu'à du maquettage et du design d'objets, finalement. Ce mix digital et objet. Après, moi, j'avais qu'une question. Par le moment, répondre ainsi à la note. Voilà, j'ai bien aimé, c'était bien articulé, bien complet, c'était académiquement très recevable d'un point de vue de la méthodologie, poussé pour l'instant sur les maquettages, les utilisateurs, etc. J'apprécie bien, de mon point de vue, la qualité de la démarche centrée utilisateur que vous avez mise en place. Mais finalement, j'ai presque tendance à dire, qu'est-ce qui ferait la différence entre votre solution appliquée au design du cancer du sein et exactement la même solution pour n'importe quel autre type de cancer? Ouais, bah justement, c'est une ouverture très intéressante. Bah, du coup, j'en parlais avec Karine qui m'a beaucoup accompagnée, qui est la cancérologue. Ça s'adapte à absolument tous les cancers, surtout en période de Covid où du coup il n'y a plus d'accompagnateurs. J'ai beaucoup de mal, je suis désolée. Les cancers du sein, on en meurt peu, même si c'est celui qui touche le plus de femmes. Mais dans les salles de chimiothérapie, bah, je suis au courant qu'il y a des personnes qui sont là pour des séances plus longues et plus proches de la fin de vie également, et qui du coup, pour qui la solitude est peut-être beaucoup plus forte sans accompagnateur. C'est assez évident, et donc ce dispositif, oui, il pourrait totalement, l'idée dans l'ouverture, ça pourrait être de créer une plateforme par typologie de cancer, peut-être. Oui, parce que de toute façon, il y a des choses générales sur le cancer, quand on est affecté d'un cancer, parce que les traitements sont quand même souvent un peu les mêmes. Enfin, me semble-t-il, je ne suis pas spécialiste, ouais. Globalement, ouais, c'est plus le rapport au corps qui va être très intense dans un cancer du sein, associé à une perte de la féminité, etc. Mais sinon, c'est oui, carrément les mêmes. Ok. Qui prend la parole? Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu as travaillé avec des ergothérapeutes? Des ergothérapeutes? Ouais. Non. Alors, les ergothérapeutes interviennent souvent en hôpital avec des patients qui ont souvent des difficultés. Et là, apparemment, parce que je découvre le sujet, hein, ça a une vertu très pédagogique ce que tu as fait, ce qui est bien, parce qu'un homme n'a pas du tout conscience de ce type de problématique. Et dans ma famille et proche de chez moi, je n'ai pas ce cas-là. Donc, merci de m'avoir éclairé déjà. Mais effectivement, les ergothérapeutes sont là pour travailler l'objet ou les objets qui pourraient aider un malade, alors que ce soit un objet de rééducation ou un objet comme tu l'as toi qui peut servir. Ce que je trouve génial, c'est que c'est un objet de lien. Et pour faire écho avec ton mémoire qui m'a bousculé, plus que bousculé, parce que je trouve que c'est un mémoire quasi politique ce que tu as écrit. Oui, un peu. C'est même plus que politique. Moi qui ne suis pas du tout dans ce truc-là, je me suis beaucoup interrogé et je pense qu'il y a matière à faire. Mais le fait de créer cet objet qui matérialise le lien, qui permet de produire le lien, qui permet de générer du lien et qui est central dans le processus de reconstruction, je trouve ça super. Merci beaucoup. Vraiment bien. Bravo.
Non, en fait, de mon côté, j'ai vraiment chose à dire. Pas grand-chose à dire, dans le sens où c'est toute maîtrise de la Z, mais c'est en fait nous, dans notre niveau pro, en fait. Donc là, pour le coup, t'es quasiment sans faute sur la démarche par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on vit, le fait, contre-intuitivement, justement, le fait de l'adapter à une typologie de cancer, c'était une très bonne action et tu as super bien répondu. C'est que les cancers ont peut-être les mêmes typologies de traitement, mais n'ont pas les mêmes typologies du tout dans la durée de vie du patient, dans la typologie du moment et dans la façon dont on a envie d'être plus ou moins solitaire. En neuro-onco, dont elle en a finalement, les personnes ont beaucoup plus tendance à vouloir être seules et à vouloir éviter parce que c'est la fin de 2 semaines à vivre. Et donc là, dans ce cas-là, en général, il y a une reclusion, mais qui leur est salvatrice finalement quelque part. Donc voilà, on est sur une situation qui est complètement différente, au cas où cet objet-là ne s'adapterait peut-être beaucoup moins en fait finalement. Et donc là, à part des éléments techniques qui seraient des éléments qui seraient beaucoup plus au sein de comment tu déploies cet objet-là qui va avoir un coût de production et d'entrer dans des éléments qui sont plus d'ingénierie, d'un point de vue du design et de la conception, il y a tout en fait. Donc, voilà. Non, à part félicitations, je vois pas grand-chose et même le lien que tu as avec ton mémoire après derrière. J'ai 36 milliards de questions, mais c'est des questions qui sont effectivement moi je dirais même plus philosophiques derrière en fait. Et des questionnements que je me pose comme ça, c'est dans cette relation, je me dis mais pourquoi pas la solidarité féminine, je l'entends, mais pourquoi pas avec les hommes aussi d'un côté, dans une relation de questionnement, de couple en fait finalement. Par rapport au mémoire ou par rapport à la maladie? Ou même au projet finalement. Les deux l'ensemble en fait, je me pose des questions, je me dis... Oui, c'est un axe que j'ai commencé à apprendre, de mettre la famille aussi dans tout cet écosystème et qui a été un choix de totalement l'enlever au vu de tous les témoignages des femmes. Ça impacte leur corps. Certaines femmes mettent 3-4 ans avant que leur mari puisse retoucher la cicatrice. Ça impacte une intimité très forte. C'est quelque chose. La parole se libérait. Non pas avec d'autres femmes, mais avec juste d'autres personnes qui vivent la même situation. Et dans le cancer du sein, c'est d'autres femmes. Mais la famille, finalement, et le conjoint trouvaient difficilement la place dans le projet. Et toutes les interviews m'ont aiguillé vers le fait que ce n'était pas spécialement leur place. Écouter les personnes, et c'est juste parfait. Moi, le parallèle que je ferais, c'est pas du tout avec des concerts, c'est avec la maternité, justement. En fait. Où là, justement, le concept de la douleur qui arrive pour écouter la personne qui va accoucher, pour l'accompagner après l'accouchement. Je pense qu'on est quasiment dans le même genre. Et donc là, la cible à prendre derrière, je pense que je t'inviterais plus éventuellement, si tu veux continuer plus loin, à regarder éventuellement cette diversification-là pour avoir un domaine qui soit tout aussi féminin, tout aussi préservé. Et voilà. Je parle beaucoup pour rien dire parce que c'est... Merci beaucoup. Franchement, pareil, bravo. Un projet très sensible. Pas une personne qui a l'air aussi très sensible, donc c'est beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions, et ça fait du bien aussi. Parce que ça fait pas du vital, voilà. Et en fait, remettre juste les choses à leur place, sur des problématiques qui au final touchent beaucoup de monde, ça fait aussi beaucoup de bien. Se reposer, même si c'est pas un sujet facile. Donc vraiment, bravo pour ça, pareil pour la démarche. Je pense même pour toi, ça n'a pas été facile de plonger là-dedans, d'avoir recueilli tous ces témoignages. Et du coup, il faut du courage, je pense, pour y aller, pour se frotter à ça. Et pareil, qu'est-ce que je peux dire vraiment, c'est top, quoi. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté, merci à mes copains. Je voulais donner ce que j'ai compris, peut-être un ou deux points encore d'amélioration que j'ai vu au passage. Quand on prend un objet, quand on fait un design, on va parler de source de coût pour l'utilisateur. Ouais. Il y a 4-5 grands degrés de coûts qu'on peut facilement identifier. Par exemple, il y a le coût cognitif. Je ne suis pas sûr que l'ergonomie de votre produit soit optimale. Par exemple, la publication du nombre de boutons par chaîne d'écoute. Je ne sais pas si vous l'avez validé sur le terrain en termes d'accessibilité. J'ai pas pu le valider sur le terrain, n'ayant pas accès aux salles. J'ai pas fait l'étude, donc je vous dis ça au bon moment. Mais je pense qu'il y a et d'ailleurs qui est sur notre source de coût de votre produit dans le design, qui est ce qu'on appelle le coût spatial d'un produit. Je ne suis pas sûr que vis-à-vis, je pense que c'est plus une fonction de doudou que de
thème d'ailleurs qui est intéressant à creuser pour la suite. Je trouve qu'il est un peu volumineux. Peut-être du fait que vous intégrez beaucoup de boutons dedans. Il y a peut-être une simplification de l'interface, peut-être une réduction, parce que même dans un sac à main, alors dans une poche en part, parce que là vous avez bien vu sur la table, effectivement, chimie, ça c'est parfait, mais il faut y aller. Ouais, j'ai fait des tests dans des sacs à main petits, ils rentrent. Oui, ils rentrent. Il est quand même, peut-être, alors ça vous sera personnel, peut-être, je ne trouve pas spécialement féminin, votre objet. Non, c'est en partie pris pour vraiment... Si, c'est un parti pris. Très bonne réponse. L'univers est déjà assez féminin. La dernière suggestion, c'est si vous réfléchissez en business model, parce que là j'entends que vous n'avez pas qualifié de business model encore par rapport à votre innovation, mais finalement il y a quelque chose qui pourrait faire sens sur la valeur d'usage de votre design, c'est finalement ce qu'on appelle la courbe du deuil. Parce que vous en servez dans votre présentation, à un moment donné on refuse ce qui nous arrive et puis on aura l'acceptation. Vous connaissez la courbe du deuil? Je vous invite à la regarder, vous avez des étapes où vous descendez dans le trou, vous refusez tout, vous êtes en colère, etc. À un moment donné, vous posez le pied au fond, vous rebondissez et vous redémarrez. Ceux qui malheureusement ne rebondissent pas, ils restent au fond du trou. Et je pense que ça c'est applicable à beaucoup de situations. Je citerai par exemple les gens qui sont victimes d'un décès chez eux, qui ont besoin d'un accompagnement, justement pour les aider à rebondir. Chose que sur un cancer, ça peut être aussi les gens ont besoin d'aide autour de sensations de suicide. Je pense qu'il y a beaucoup d'applications derrière cet objet-là et la manière dont vous le traitez. Donc, en entrant par la courbe du deuil, ça peut vous donner des idées. Très bien, merci, je vais regarder. Éventuellement une remarque, un point d'attention parce que j'étais pas certain d'avoir bien compris dans l'application de faire quand même une petite attention et pour les prochains projets éventuellement faire attention au tiers de confiance. Ce que j'entends par tiers de confiance, c'est l'idée que il y a des personnes qui vont rentrer de l'information sur l'application, personnes qui sont, si c'est des marraines à malades, ça va bien. S'il y a d'autres personnes qui vont rentrer, il va y avoir une nécessité de validation à un moment en fait. Justement, j'y ai pensé. Au système de curation et de modération du contenu. Donc c'est pas très beau, mais en fait pour la modération, c'est vraiment donc c'est un système de manage intra-association qui est proposé donc par certaines femmes qui adhèrent dans des associations. Donc déjà, on ne peut pas avoir accès à l'application et au contenu auditif si on n'est pas une femme malade ou venant de sortir d'un cancer du sein. Donc déjà, ça limite. Et après, aussi avec des logiciels et des notions de mots-clés qui peuvent faire une vérification assez automatique, et c'est de plus en plus au point ce genre de technologie-là. Et pour la curation, un système de like, de partage qui peut même faire des recommandations personnalisées, etc. sur le contenu. Vous avez encore une minute, si je voulais encore dire quelque chose. Sinon, on arrête là, il n'y a pas de problème. J'ai une question à la marge, mais vous allez facilement y répondre, mais quand même, je vous la pose. Pourquoi avoir fait un objet physique? Parce que, après tout, je mets mon iPhone avec l'interface, je mets mon casque, je n'ai pas d'objet en plus qui, a priori, est une contrainte, si ce n'est qu'il y a une fonction de valeur. Ça permet de... C'est pour certaines femmes, lors des séances de chimiothérapie, ont des vertiges, des migraines et une incapacité à lire. Notamment sur l'écran d'un smartphone, ou alors le port des lunettes peut être désagréable, etc. et donc vont avoir des difficultés à lire. C'est pour répondre justement aux besoins des femmes qui ne peuvent pas lire pendant les séances de chimiothérapie, qui n'ont pas d'accompagnant, et qui veulent une évasion de l'esprit et qui sont dans la demande de quitter cet univers médical. C'est pour leur permettre justement de le faire sans avoir leur application et de pouvoir le faire uniquement par l'ouïe. Donc dans une position allongée, dans une position semi-allongée. Oui, et ça concerne le plus grand nombre des utilisatrices affectées par un cancer du sein? Ça concerne beaucoup de personnes qui vivent une chimiothérapie. Les traitements sont des temps très lourds. Pour vous, c'est indispensable à la solution, ou ça peut se segmenter d'un point de vue marketing? Je pense que d'un point de vue marketing, on pourrait proposer l'application et le boîtier d'un côté. Mais d'un point de vue pratique, aucune femme ne vit ce que j'ai le plus appris finalement, c'est qu'aucune femme ne vit son cancer et sa chimiothérapie de la même façon.
et qu'il y a des séances, justement les FEC où c'est du liquide rouge intraveineux et des séances où c'est un autre qui est transparent. Les douleurs sont parfois même pas les mêmes en fonction des séances. Certaines femmes ont besoin de rentrer chez elles en ambulance, dans la capacité de rentrer chez elles après une séance de chimiothérapie. D'autres arrivent à avoir une discussion avec une amie accompagnante. Ça dépend vraiment des femmes. Donc ça pourrait être très essentiel pour certaines femmes, peut-être plus obsolète pour d'autres. D'accord, très clair. Encore la creuser. Si ça t'intéresse, je t'engage même à continuer dans cette problématique de sororité et de santé pour les femmes, parce que ça c'est véridique que les femmes sont moins bien soignées parce que tout a été fait par les hommes, donc en fait il y a beaucoup de symptômes qui sont propres aux femmes pour tout type de maladie. Et je pense que c'est intéressant, je pense qu'il y a besoin de continuer dans ces sujets de santé et de femmes, sans avoir un côté féministe ou je ne sais quoi, mais je t'engage vraiment, si tu es intéressé dans continuer sur ton projet, mais d'une manière beaucoup plus globale, la santé et la féminité, fonce dedans. Enfin, je pense que ça ferait bien d'avoir un peu de designer là-dedans et d'avoir un peu de sensibilité aussi. Il va voir les ergothérapeutes. En revanche, ce que je peux dire, mais peut-être moins bien pour moi parce qu'il est très spécialisé, mais nous, ce qu'on voit, parce qu'on intervient aussi pour le secteur de la santé, il y a un vrai sujet, que ça revient un peu d'une certaine manière, ce que tu viens de dire, c'est un vrai sujet sur l'expérience patient, de manière générale. C'est pas agréable pour l'hôpital, on cherche, voilà, tout le monde cherche un peu la martingale derrière ce sujet de comment on peut avoir du temps bénéfique, une expérience positive, même si on est dans une situation difficile. Et aussi bien côté hôpitaux d'ailleurs que côté fournisseur de solutions en technologie de votre service. Tu ne me contredis pas. Je vais devoir interrompre là parce qu'on va commencer à accueillir le retard. Merci beaucoup en tout cas pour l'idée. Merci.